Avez-vous déjà essayé de trader au hasard pour voir ce qui se passerait? Quelques éléments de réponse tout de suite. Bonjour chers amis traders, je vous propose cette semaine une petite expérience sous forme de défi qui va être réalisé sur un compte de démo tout simplement parce que je sais que ça va faire perdre de l'argent, donc aucun intérêt de passer en réel. Et l'idée surtout c'est de montrer ce qui peut se passer lorsqu'on prend un trade de manière aléatoire, mais avec une particularité quand même, c'est de le prendre toujours de la même façon. Donc pour faire ça, je vais en fait définir un algorithme qui va, au travers d'un robot trading, prendre toujours de la même façon mon trade, et ce, quelles que soient en fait les conditions d'entrée. On prendra la même taille de position, le stop loss sera calculé de la même façon, le suivi sera géré également de la même façon. L'avantage c'est que ça évite justement aux émotions humaines d'interférer. Et ce que je veux voir, c'est si on prend au hasard ces trades sur un nombre de trades suffisamment grand, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est gagnant? Est-ce qu'on est perdant? Est-ce que le fait de toujours prendre son trade de la même façon fait apparaître certaines choses intéressantes? Moi je pense que oui. Et surtout, le fait de le faire en manuel, c'est-à-dire en fait, d'appuyer sur le bouton et ensuite de laisser le trade se gérer automatiquement, ça va permettre de prendre des copies d'écran, quelque chose qu'on ne peut pas faire en fait lorsqu'on fait un backtest. On va le faire, un backtest, on va voir ce que ça donne, mais quand on fait un backtest, on ne peut pas prendre forcément la copie d'écran au moment où le prix apparaît. C'est-à-dire par exemple, si je le prends ici, on ne verra pas l'espace vide, on sera influencé s'il y a une suite après, dans un backtest lorsqu'on fera des copies d'écran. Or là, ce que je veux, c'est vraiment avoir des copies d'écran à l'instant T où on lance le robot de trading pour voir comment ça s'est passé. C'est à mon avis quelque chose qui va être intéressant. Donc j'explique un peu l'environnement. Donc je vais intervenir sur du 15 minutes pour avoir un nombre de trades suffisamment, on va dire, conséquent sur la semaine. Et je veux faire apparaître aussi des unités de temps inférieures, donc par exemple du 1 minute, unité de temps supérieure, 1 heure pour avoir un peu le contexte, et unité de temps journalière en journalier, pour aussi avoir un petit peu une vision globale. Donc je ne vais pas, comme je fais dans une analyse classique, tout simplement regarder les news. Je ne vais pas tracer les supports et résistances. La seule chose que je vais faire, c'est tout simplement, lorsque mon stop loss change de couleur en 15 minutes, eh bien je vais entrer en position. Et pour expliquer un peu le fonctionnement du robot, je lance le robot à ce moment-là. Le robot, ce qu'il va faire, en fait, il va sortir lorsque le stop loss changera de couleur, quoi qu'il arrive, et il prendra la moitié de sa position, enfin de ses gains, si le stop loss a suffisamment décalé. Par exemple, si je prends une position là et que le stop loss dépasse le cours d'entrée, et bien à ce moment-là, dès que le prix touchera le stop loss la première fois, donc ici par exemple, si j'avais pris une position là, je vais le tracer juste pour expliquer comment ça marche quand même. Si je fais une position ici, hop, voilà, j'entre en position ici avec mon stop loss toujours au même endroit, donc sur mes stop loss à 3 ATR du prix. Si je fais ça, hop, hop, voilà, c'est mieux. Donc si j'entre ici, mon stop loss sera là, et en fait dès que le stop loss touche le cours d'entrée, ce qui arrive ici, en fait, ça active le fait que si jamais le prix touche cette ligne verte là, eh bien je prends la moitié de ma position en gain, donc c'est le cas ici, et dès que ça devient rouge, c'est le cas ici, je sors de position. Voilà, c'est tout ce que le robot va faire. Moi je vais me contenter, bien sûr quand je suis réveillé, pas quand je dors, de prendre des positions à chaque inversion de couleur de ligne, et on va noter les résultats, donc voir ce que ça donne, le pourcentage de gain, pourcentage de perte, combien je gagne quand je gagne, combien je perds quand je perds, et puis bien sûr au final, on va dire l'espérance de gain, combien j'ai gagné sur l'ensemble de cette expérience-là. Donc je vais prendre au hasard en ce sens que je ne vais pas prendre non plus de manière systématique. Il faut bien sûr que je sois devant l'écran et que je reçois l'alerte pour que ça arrive. Cette semaine, je suis donc devant les écrans, en tout cas jusqu'à jeudi, donc ça va me permettre de pouvoir faire ce suivi-là. Et puis bien sûr, la nuit, je ne serai pas devant les écrans, donc si un trade est en cours, je laisse le robot faire son boulot. S'il y a une position qui est intéressante et qui s'active, qui devient intéressante à prendre, pour lequel j'ai un signal de prise de position pendant la nuit, tout simplement je ne le prendrai pas. Donc on va faire ça et on va voir ce que ça donne. Donc, je précise quand même que c'est uniquement sur l'AUD-USD que je vais faire l'expérience, avec une taille de position à 2 contrats. Pourquoi 2 ? Tout simplement dans le cadre où le stop loss va clôturer la moitié de ma position. Les robots sous Real Time ne sont pas capables de couper des demi-positions, des demi-contrats, donc je vais prendre tout simplement 2 contrats. Allez, on démarre l'expérience tout de suite avec une vente directe de l'AUD-USD en M15
avec mon stop loss que je viens de voir vert. Bon, il est vert depuis un petit moment, c'est pas grave. C'est juste pour l'expérience. On lance et on va voir ce qui se passe au cours de cette folle semaine de trading au hasard. Donc, premier trade perdant, moins 27 €. On a eu effectivement une inversion du stop loss au niveau de sa couleur. Donc, ni une ni deux. Le stop loss me donne le signal d'acheter. Je ne réfléchis pas plus et je me mets à l'achat. Hop, c'est parti. Donc, finalement, on change de braquet, on change de tête de position et on passe sur un renversement. Après une vente, on se met à tout simplement acheter. On va voir ce qui se passe et suivre ça de près. Donc, en tout cas, première perte, 27 €. Ça commence bien. Hop, c'est parti. Position à l'achat effectuée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à suivre ce que va donner ce trade. Bon, là, on a vu que ça coupait cette nuit, effectivement, vers minuit 30. Donc, ça aurait été intéressant de reprendre une position dans l'autre sens, sauf que j'étais pas devant les écrans, comme j'avais dit au début. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je zoome un petit peu. Et on va regarder. Là, on est dans une phase transitoire, où le stop loss, finalement, est traversé de part en part. Donc, on ne sait pas encore s'il est vert ou pas. Alors, si, en zoomant, on voit qu'il est vert. Eh bien, on va considérer donc que ce mouvement va continuer. Et on va passer un ordre de vente. Hop. Il sera potentiellement, en tout cas, moins intéressant que si j'avais pris immédiatement. Mais bon, c'est le jeu. Voilà. Alors, au passage, on voit le résultat était intéressant. Donc, dernier trade 6 plus 29, 35 à peu près, 38, 36. Alors que celui d'avant était à moins 27. Bon, quand même, c'est un coup perdant, on perd moins 30. Un coup gagnant, on perd 30, on gagne 30, 35. Bon, pas non plus un truc super transcendant. On va voir ce que ça donne sur le long terme. Et là, donc le nouveau trade qui repart à la vente et on va suivre ce qui se passe. Donc dans la nuit de mardi à mercredi, voilà, on a eu à nouveau une sortie de position. Donc j'ai pas pu rentrer en position dans le sens inverse tout simplement parce que j'étais en train de dormir. Il est quand même 2h30 du matin. Donc là, on a vu que le prix avait décollé. Si je l'avais pris, effectivement, j'aurais un petit gain. Là, je pense qu'il est en train de se retourner. Je vais pouvoir lancer mon robot à la vente. Et c'est parti. Donc là, on va arrêter sur un dernier échec sur cette journée de jeudi. Donc ça a échoué tout simplement. Voilà, le prix là avait l'air de stagner. On n'a pas eu un gros résultat. Et on a eu une perte de 14,76 €. Donc voilà à peu près voici exactement sur cette semaine les différents trades qu'il y a eu. Et si on s'amuse à faire les statistiques, voilà ce qu'on obtient. Donc en résultat, on est en perte, moins 13 €. En perte moyenne, donc on a 17 € de perte, 11 € de gain moyen quand on gagne. Au niveau probabilité, donc les probabilités de succès, c'est le nombre de fois où on gagne par rapport au nombre total de trades, on a 57%. Donc on est légèrement un peu plus gagnant que perdant. Le ratio gain-perte, lui, est de 0,65. C'est pas très très bon. Il vaudrait mieux avoir un ratio plus proche de 1, voire au-dessus. Quand on a une probabilité de succès au-dessus de 57%, c'est mieux effectivement d'être un peu plus haut. Bon, de toute façon, on le voit bien, parce que là, le résultat, c'est finalement ce qu'on appelle l'espérance de gain. C'est moins 13 €. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que je lance un trade comme ça, je peux m'attendre à perdre 13,63 €. Donc ça ne donne pas trop envie de trader. C'est un système qui est vraiment foireux. C'est le hasard. Et ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que dans les calculs, il y a bien sûr la prise en charge des frais. Ce qui fait que qu'on décale, je dirais, la courbe de gain qu'on pourrait imaginer un 50-50, une chance sur deux de gagner, on la décale beaucoup plus vers le côté de la perte, puisqu'il y a des frais supplémentaires à chaque fois, que vers le côté du gain. Donc clairement, c'est pas une bonne idée d'intervenir comme ça sur les marchés. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est si on fait la même manipulation avec des backtests, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Et puis après, on essaiera de creuser un peu plus les différents graphes pour voir ce qui est intéressant ou pas à faire. Alors voici un backtest que j'ai réalisé donc sur l'USD USD également en M15, avec un robot vraiment simplissime qui consiste tout simplement à vendre lorsque le stop loss est vert, et quand il repasse au rouge, repasser à l'achat. Donc on se retrouve effectivement avec des positions à l'achat en bleu, à la vente en orange. On est pratiquement tout le temps sur les marchés avec cette technique-là. Et qu'est-ce qu'on constate au niveau des résultats? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop, voilà, ça arrive.
Donc on a un résultat final de moins 3 $, donc en fait on est pratiquement sorti à zéro, avec une performance moyenne de moins 12 centimes de dollars par trade. Un ratio gain-perte de 1, équilibré donc. Gain brut 147, perte brute moins 150. Donc avec des trades gagnants une seule fois, 4 fois sur 10, hein, donc c'est pas énorme. Donc c'est vraiment des résultats, on va dire, faut le dire, c'est minable. On peut pas faire fortune avec ça. Mais c'est pas ça que je voulais regarder, c'est surtout, au-delà de ce côté un petit peu... en gros, c'est du pile ou face, hein, on est pratiquement 50% de résultats à chaque fois. Soit on gagne, soit on perd. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est de voir un peu les contextes de marché qui nous font gagner. Si on regarde l'évolution, je dirais, du portefeuille en termes de gains latents, on constate que ce qui nous fait vraiment rentrer dans la partie négative, c'est-à-dire qu'on est vraiment en perte, c'est les successions d'achats et de ventes qui ne durent pas longtemps. Alors, j'ai caché peut-être le prix, parce que finalement, on n'arrive plus forcément à voir... je garde juste les cours de clôture. Qu'est-ce qu'on constate ? Quand on a une petite succession, pas facile à dire, de stop loss rouge, puis après vert, sans forcément un temps de pause suffisamment entre les deux. En gros, lorsqu'on est en range très serré, c'est le cas ici, on a ici du vert, ici du rouge, du vert, du rouge, du vert. On le voit avec ces nombreuses allers-retours, c'est là où on perd finalement le plus d'argent. En revanche, lorsqu'on a vraiment des dénivellations importantes comme celle-ci, alors bon, il y a un petit boui-boui ici, mais c'est pas dramatique, eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on se refait une santé. On voit que le portefeuille latent, sa valeur, remonte. Et le summum étant évidemment quand les phases sont extrêmement longues et qu'il y en a deux qui suivent, que ce soit ici à l'achat ou ici à la vente. On est vraiment en phase, en synchronisation avec le marché. Qu'est-ce qu'on constate là ? On part d'un portefeuille qui était à peu près à moins 40 € et on arrive à plus 50, plus 60 €. Donc toute la remontada s'est faite ici, justement parce qu'on a eu des trades longs et avec des cassures franches. On passe du rouge au vert et non pas comme ici, du rouge-vert, rouge-vert. Donc ce qu'il va falloir arriver pour finalement être gagnant, lorsqu'on applique une méthode de trading telle que je l'ai décrite, c'est d'essayer de trouver un maximum d'opportunités qui nous donnent des trades longs. Et donc on va éviter ce genre de petits trades là qui ne rapportent pas grand-chose. Alors comment on peut faire pour voir ça ? Je dirais que la réponse est plus ou moins dans les indicateurs. Pourquoi ? Si on regarde bien, les phases là, qui nous intéressent, ici, on fait un peu, on est un peu en mode yaourt à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si on monte ou on descend, on stagne. Le RSI est de plus avec de faibles amplitudes. Le stochastique donne l'impression qu'on fait un peu n'importe quoi. Il n'y a rien de propre. Alors que sur le RSI dans cette phase-là, tout est bien baissier. On a des allers-retours à chaque fois sur la zone de neutralité, on la tient. Et le stochastique nous confirme tout ça en restant lui-même en dessous de la zone de neutralité. Sur cette phase ici, on a également un RSI qui se maintient au-dessus de la zone de neutralité, et puis la phase d'après c'est pareil, le RSI se maintient en dessous. Ici on a un stochastique qui est un petit peu vraiment collé au haut du niveau, si je puis dire. Et on a la même chose lorsqu'on est en phase de redescente, avec un stochastique qui est vraiment collé en dessous du niveau. Donc je dirais qu'on a tout intérêt à essayer de repérer ces configurations où le RSI fait des rebonds au-dessus de sa zone de neutralité. Alors évidemment, on ne le sait pas dès le départ. Je dirais qu'ici, on ne va pas le savoir, on va le savoir peut-être à partir de là, ou même encore ici. Alors, c'est peut-être un peu tard, effectivement, mais de toute façon, on ne peut pas deviner l'avenir. Ce qui est clair, c'est quand on a un RSI qui est au-dessus de sa zone de neutralité et que le stochastique fait des oscillations dessus, on est quand même bien parti. De la même façon ici, le RSI est en dessous de sa zone de neutralité, le stochastique a l'air de faire des petits retours de manche, des petites vibrations en dessous du niveau central. Donc là aussi, on est bien orienté. Ici, c'est beaucoup moins clair, parce qu'on a un RSI qui oscille de part et d'autre de la zone de neutralité. La stochastique, il fait un peu n'importe quoi, c'est pas très clair. Donc maintenant, si on reprend les différents trades qu'il y a eu au sein de cette expérience, et qu'on les reprend un par un, on se remet dans le temps comme si on y était. Est-ce qu'on aurait pris le trade ou pas ? Donc là, on est là, sur le premier, pile au bon endroit. On vient de voir ce qu'on a dit, on a un RSI là qui oscille de part et d'autre de la zone de neutralité.
C'est pas forcément l'idéal, parce que ça fait un peu du yaourt en 15 minutes, parce qu'on a pris les trades en 15 minutes. Et donc, on sait pas trop la direction que va prendre le trade. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend. Et on ne fait rien. Donc, je n'aurais pas pris ce trade-là, clairement. Quand est-ce que j'aurais pris? Eh bien là, qu'est-ce que je vois? Je constate effectivement un range assez serré qui est en train de se former, comme ceci. Et l'idéal, c'est d'attendre de sortir ce range-là. Et donc ça, je ne le vois. Alors ici, on pourrait s'en douter un petit peu. Maintenant, il faut relativiser. Les oscillations ne sont pas énormes. Il vaut mieux avoir une belle oscillation à un retour. Et après le retour, après qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que c'est intéressant. Donc le meilleur point d'entrée, c'est finalement quand j'ai été sorti ici. C'était là que c'était le meilleur point d'entrée pour tenter une prise d'achat sur cette trend-là, qui effectivement a donné lieu à un gain assez important. Je crois que c'est le premier gain important. Le fait d'avoir pris au hasard fait que finalement j'ai pu prendre aussi une partie de ce lien-là. Je n'aurais pas pu le faire en analysant, ça c'est clair. Par contre, en analysant, j'aurais énormément restreint ma prise de position sur les trades foireux. Ici, on a un RSI qui casse sa zone de neutralité, qui rebondit dessus. Là, c'est clairement un bon point de vente. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien oui, ça dégringole. Donc là, ça tombait bien. C'était à peu près à ce moment-là qu'il fallait le prendre. Je ne l'avais pas pris ici parce que je crois que je dormais, voilà, 1h du matin. Ici, c'était le bon moment pour le prendre. Je ne vous l'ai pas dit, mais je l'avais vu en fait. Et donc, je profite de toute la descente jusqu'à ce que le RSI ne soit plus au-dessous de sa zone de neutralité. Donc, ce qui arrive à peu près là. Est-ce que là, il fallait prendre position tout de suite à l'achat? Non. Tout simplement parce que le RSI, oui, d'accord, il repasse au-dessus de sa zone de neutralité. Mais on ne sait pas encore s'il va rebondir dessus quand il va revenir, ou bien s'il va faire du range. Et là, clairement, on voit là qu'on a la réponse très, très peu de temps après. Il fait du range. Donc là, tout de suite, on ne prend pas de position tant que il n'y a pas une tendance claire. Alors, on voit qu'effectivement, la vague qui est sous la zone de neutralité est plus faible. Donc c'est là, ça pensait qu'on va peut-être avoir quelque chose qui va partir vers le haut. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est à partir d'ici qu'on peut commencer à envisager une prise de position achat, parce que là, on a eu effectivement une oscillation de type sinusoïdale qui revient sur sa zone de neutralité, mais là, pof, elle repart en haut, elle ne retraverse pas. Donc là, c'est clairement un bon point d'entrée. J'aurais pris position ici, ratant peut-être cette partie-là, effectivement. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça décolle tout doucement. Bon, on a eu un petit trade. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure du récit de sa zone de neutralité, pullback dessus. Qu'est-ce qui se passe après? Ça repasse au-dessus. Donc, a priori, du yaourt, on ne prend pas la position. Là, ça a l'air de se maintenir dessus. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On peut tenter une prise de position à l'achat. Alors peut-être pas ici, mais plutôt ici. Et effectivement, après ça part. Et là, on arrive à la fin de la phase de trading. Maintenant, il y a un autre constat qui peut expliquer pourquoi on perd autant. À chaque fois qu'on prend un trade et qu'on prend un stop loss serré, ce qui est le cas d'ici, parce que je prends un stop loss qui est vraiment au cul des bougies, et bien en fait, je me mets en position peut-être de sortir vite dès que le mouvement se retourne, ça c'est un fait. Mais je me mets surtout en difficulté parce qu'avec un stop loss serré, je risque surtout de me faire sortir plusieurs fois. On l'a vu ici. Sur ce trade-là, le stop loss, il traverse carrément, le prix traverse carrément le stop loss, et pourtant il continue le mouvement. Et si on regarde d'un point de vue fondamental, plutôt technique, le RSI était pourtant tout le temps, à toutes les phases de cette baisse-là, il était tout le temps en dessous de sa zone de neutralité. Donc la vraie question, c'est plutôt que de faire du scalping en essayant de gratter des points, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'entrer en position quand on a des indicateurs fiables, qui indiquent effectivement, c'est le cas ici, que potentiellement on a une tendance de baisse qui est en train de s'amorcer, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais a priori elle va durer, elle est bien amorcée. Est-ce qu'on n'est pas mieux de prendre une position là avec un stop loss large, ce qui correspond à mes enveloppes, Les enveloppes, c'est le prix plus ou moins 3 fois l'average true range. Et donc, si moi j'avais placé un point d'entrée ici et un stop loss là, sans le bouger, je le garde en fait, tant que mon RSI est en dessous de sa zone de neutralité, je n'ai aucune raison de sortir. Je peux éventuellement, pour me rassurer à chaque fois qu'il y a une nouvelle oscillation, me rapprocher sur le sommet précédent. Par exemple, ici, on a un nouveau plus bas, donc j'aurais pu rapprocher ce stop loss là, histoire de me rassurer. Et puis de sortir quand le stop loss, quand le RSI casse sa zone de neutralité. Finalement, j'aurais eu un trade beaucoup plus sain au niveau psychologique, puisqu'il aurait fait quelque chose comme ça. Il serait parti d'ici. On serait sorti certainement, voilà, le RSI casse ici, donc là, hop. On aurait eu quelque chose de plus simple, ce que j'appelle moi le phénomène tracer un trait au marteau-piqueur.
là c'est le trait. Avec le marteau-piqueur, on a beaucoup plus de difficultés à suivre le trait. Et pourtant, on se focalise sur ce que fait le marteau-piqueur plutôt que la direction qu'il prend. Donc je pense que ça aurait été plus intéressant de prendre voilà, ce trade avec cet état d'esprit-là. Alors peut-être effectivement que le stop loss étant beaucoup plus loin, eh bien j'aurais mis une position moins importante et du coup le gain aurait été moins important aussi. Maintenant, niveau psychologique, quand vous perdez peut-être 10, 15 ou 20 fois d'affilée, ce qui est arrivé quand même plusieurs fois ici au cours de ce trade, alors c'est peut-être pas 15 fois parce que j'ai pas tradé autant, mais bon, il y a quand même des belles gamelles, hein. Et bien quand ça vous arrive plusieurs fois d'affilée, bah, votre morale il en prend un coup et au final vous commencez à faire des bêtises. Donc on est peut-être mieux de faire des choses comme ça. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est quand vous changez d'unité de temps et vous passez par exemple en 1 heure, parce que là vous avez beaucoup moins de bruit. Si on regarde, alors je vais peut-être comparer les deux parce que j'ai les deux à l'écran. Ici j'ai du 15 minutes, et ici j'ai du 1 heure. Regardez les différentes mèches et les variations par rapport, ce que j'appelle le bruit, par rapport à l'enveloppe ici des 3 ATR. On est, c'est vrai, quand même dans les enveloppes, ça c'est clair, mais il y a quand même des fois où on s'en rapproche quand même dangereusement. Alors que sur le H1, la volatilité est moins importante, tout simplement parce que sur du H1, pour faire bouger le prix sur une dimension un peu plus importante, sur une longueur plus importante, bah, il faut beaucoup d'argent et qu'à ce niveau-là, notamment sur les paires de monnaie, bah, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça. Et on regarde, hein, l'enveloppe, elle est très rarement touchée. On peut même dire qu'à un moment donné, si on prend une position, qu'elle soit allez, à l'achat ou à la baisse, imaginons qu'ici, hop, je vais me tracer un trait ici, imaginons qu'ici, je décide d'acheter, pile à cet endroit-là, mon stop loss est ici. Est-ce qu'il a été touché à un moment au cours de cette hausse? Pas du tout. En revanche, si je m'étais planté et j'ai dit, ah bah ici, je vais prendre une position à la baisse parce que je pense que ça va retomber. Là, il aurait été touché. Donc, je dirais que ce stop loss là, très éloigné, il est effectivement loin, donc on peut se dire ça va coûter beaucoup d'argent, on diminue sa position en conséquence. Mais lorsqu'il est atteint, c'est vraiment on s'est planté. Alors que lorsqu'il est dans le bon sens, qu'on pense être le bon sens, eh bien, tout simplement, c'est une bonne position parce qu'il vous protège vraiment en cas d'un retour de flamme très très important. Mais son objectif n'est pas de vous réduire votre gain par un simple toucher comme il y a pu avoir ici où le prix traverse le stop loss. Non, l'idée c'est de vous garantir un vrai stop loss, hein, qu'en cas de gros problème, bah, vous maîtrisez votre perte maximale tout en continuant d'accompagner le prix tant que le RSI reste au-dessus de sa zone de neutralité. Donc pour résumer un petit peu toute cette expérience un petit peu longue, il faut garder en tête qu'avoir un stop loss large est certainement une meilleure solution et de suivre des mouvements amples avec un RSI par exemple au-dessus de sa zone de neutralité plutôt que forcément suivre un mouvement qui colle à un momentum temporaire. Bien penser que, voilà, comme un gars qui essaie de tracer un trait sur le sol avec un marteau-piqueur, bah, il va avoir du mal et qu'il va certainement osciller et qu'on a tout intérêt finalement à prendre du recul, un peu comme ça. Vous reculez finalement, bah, votre trait de marteau-piqueur, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un gros trait extrêmement large. À partir de là, quand vous avez plus du tout cette notion de bruit qui apparaît évidemment dès qu'on se rapproche du prix, hein. Plus on s'en rapproche, moins on voit effectivement qu'est-ce que fait le prix exactement, mais si on s'éloigne, l'espèce de phénomène de marqueur, hein, que je vous indique, correspond à un trait de marqueur, hein, un gros trait comme ça. Plus on s'éloigne du prix, plus finalement ce trait de marqueur devient relativement fin, c'est un simple trait. Mais il faut tout mettre en relation dans la balance, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, bah, le stop loss va être plus large, la prise de mouvement va être un petit peu plus ample, et on va se retrouver avec des tailles de position sans doute plus réduites, mais un confort de trading plus important, tout simplement parce que vous suivez une grosse tendance plutôt que vous excitez sur les mouvements du marteau-piqueur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.